Merci pour l'accueil chaleureux. Et puis voilà, moi je ne vais pas parler longtemps, j'attends surtout les questions. Je pense que c'est plus sympa d'avoir un échange et que vous puissiez vous poser toutes les questions que vous vous posez. Je crois que j'en réponds à pas mal pour ceux qui ont peut-être déjà lu le livre. Il n'y a pas de question tabou avec moi, donc voilà. Après j'ai des informations, je ne les ai pas. Et merci encore à vous. Donc, juste en 2 mots, pour dire que je voulais vraiment écrire ce livre parce que. Oui, j'ai une voix forte, mais peut-être pas assez. J'avais des choses à raconter sur cette captivité. J'ai côtoyé des gens qui ont fait la guerre 40, mon père, la guerre d'Algérie, d'autres guerres plus récentes. Et ce sont des gens qui n'avaient pas toujours. Alors, moi, j'ai pas fait la guerre. Hein. Mais bon, c'est dans un contexte de guerre, et ces gens-là ont beaucoup de choses à raconter, ils n'ont souvent pas eu la chance ou voilà, l'opportunité de raconter leur histoire, et souvent des années après, 50 ans plus tard, ils reviennent sur des choses, même dans le détail, etc. Et moi j'ai préféré le coucher sur papier tout de suite, aussi bien l'expérience vécue là-bas, que aussi l'autre pilier de ce livre, c'est la polémique qu'il y avait eu, on a découvert. Et la polémique qu'on a. C'est mieux, hein. Et pourtant, je fais de la télé, j'ai commencé par la radio, j'ai aucune excuse. Et donc, la polémique qu'il y avait eu au début de notre enlèvement, qui s'est éteinte ensuite, petit à petit, mais qui a laissé quand même des traces et des doutes chez les gens. Des traces, c'est chez moi et c'est chez Stéphane Taponnier. Donc, je voulais tout simplement comprendre, pas moi rallumer une deuxième polémique, juste faire une contre-enquête, revoir tous les grands protagonistes de l'affaire, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy en premier lieu, qui a accepté de nous recevoir très vite, au bout d'un mois, fin juillet 2011, Stéphane et moi, pendant 1 heure dans son bureau. Claude Guéant, Kouchner, Juppé, tous ceux qui ont participé de très près aux négociations. Donc je raconte tout ça aussi, pour savoir pourquoi il y a eu cette polémique et au final comprendre les choses. Parce que c'est une des formations professionnelles chez moi, j'aime bien comprendre les choses, pour ensuite les faire comprendre aux autres. Voilà, donc maintenant toutes les questions sont les bienvenues. C'est pas moi qui dirige le débat, donc j'ai juste une petite intro. C'est pas si c'est comme ça. Très bien, très bien. Un journaliste qui interroge un autre journaliste, c'est pas facile. Moi je vous propose qu'on laisse vraiment la parole à la salle. Je vais juste dire 2 mots pour qu'on essaie de ne pas partir dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'Hervé a expliqué ce que c'était que son livre. C'est 3 choses, vraiment je vous conseille de le lire parce que c'est un livre très original, très sincère, très instructif. Donc je vous propose qu'on essaie de diviser un peu les questions, les débats en 3 parties. Il y a d'abord le témoignage sur la détention, sur ces fameux 547 jours, parce que on a l'impression de vous connaître, on connaît votre visage, parce qu'on l'a vu à la télé, il a été affiché sur la façade de la mairie de Nancy, et en fait on ne sait pas grand-chose sur ce que vous avez vécu pendant 547 jours. Et là, le livre est vraiment très touchant, très sincère, vous ne vous épargnez pas, vous dites la vérité. Alors peut-être qu'on vous demandera si vous avez tout dit. Ça, c'est le premier point. On va pouvoir laisser la parole à la salle. Le deuxième point important, c'est bien évidemment la polémique. Comme vous l'avez dit, il y a une partie originale dans ce livre. C'est qu'une fois libéré, Hervé Guépierre a voulu comprendre ce qui s'était passé, pourquoi cette polémique, toute cette polémique était venue. Vraiment, qu'est-ce qui s'était passé pour la négociation. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez rencontré tous les acteurs de cette négociation. Et puis, sauf un, mais j'y reviendrai. Sauf un, essentiel d'ailleurs. Qui a refusé de me recevoir. Voilà, et puis il y a le troisième point, il y a l'Afghanistan, bien sûr, parce que ce qui est touchant pour moi en tant que journaliste, c'est que vous n'avez jamais cessé d'être journaliste, que même dans des conditions très difficiles, vous avez un don de l'observation, un don de l'anecdote qui éclaire passe en Afghanistan, et donc c'est intéressant, il y a de l'actualité quotidienne sur l'Afghanistan, il y a encore des soldats engagés dans ce pays, et vous expliquez par des petites touches
on verra, vous expliquez clairement que de toute façon cette guerre ne pouvait pas être gagnée, et puis bon, voilà. Donc si vous le voulez bien, on va commencer peut-être à prendre des questions. Je vais poser la première sur la détention, et puis d'abord peut-être, pour commencer, comment on vit, là vous avez été libéré il y a 14 mois. Comment on vit 14 mois après? Est-ce que la vie reprend son cours normalement? On n'est plus jamais le même, j'imagine. On peut reprendre son métier, sa vie, les relations avec la famille. Comment ça se passe? Déjà, normalement pas tout à fait. D'ailleurs, si c'était une vie totalement normale, je ne serais pas là. Il y a une vie avant, il y a eu une vie pendant cette détention, il y a une vie maintenant après. Voilà. Bon, c'était découpé en plusieurs tranches depuis 14 mois. Il y a eu la folie au début, la libération, cette joie de retrouver la liberté, beaucoup de médias déjà à l'époque, mais finalement je ne disais pas grand-chose. J'avais l'impression de parler, mais en fait je ne disais pas grand-chose sur le fond parce que je n'avais pas nécessairement envie de raconter tout ce que j'ai raconté dans le livre, et c'était pas prémédité en me disant je garde tout pour le livre, loin de là, c'est pas le genre de la maison. C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à raconter facilement les choses, et même aux très proches, même aux intimes, il y a plein de choses que j'ai pas racontées et que je raconte là. Voilà, tout simplement parce que c'est peut-être plus simple de coucher des mots sur une page blanche que d'en parler avec des gens en face de vous, d'abord qui ont souffert, parce que les familles d'otages souffrent. Autant que les otages, même si c'est pas la même souffrance. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a 8 otages français et je les ai rencontrés, les familles, pas plus tard qu'hier dans la région parisienne. Donc voilà, après je suis retourné au métier très vite parce qu'on devait faire une émission qui aurait dû être diffusée fin janvier 2010 si on n'avait pas été enlevé fin décembre 2009. Et cette émission, nous l'avons finalement faite et diffusée sur France 3, donc l'émission Pièce à conviction, elle a été diffusée fin novembre 2011, c'est-à-dire qu'en fait on a pris un noyau dans ce qu'on avait tourné, on avait des heures et des heures de rush, on n'a gardé que 13 minutes de l'époque, et on a fait une très large réactualisation, c'est-à-dire interview d'anciens soldats d'Afghanistan, interview de familles endeuillées, le correspondant défense de France 3 est allé en Afghanistan faire un complément de tournage. Ah, en plus il y a de la musique dessus. Donc voilà, cette émission a été diffusée, alors ça m'a mobilisé finalement 2 mois et demi, juste après être rentré, septembre, octobre, début novembre l'année dernière, donc il y a 1 an simplement. Et puis je me suis attelé à ce livre, voilà, et je voulais pas le faire en 2 mois, 3 mois, vite fait, mal fait, je voulais me poser. Je suis allé me retirer sur la côte d'Opale parce que je suis originaire du nord de la France, de Lille, donc voilà, je me suis installé sur la côte d'Opale, face à la mer, et j'ai posé tout ça, j'ai travaillé tout cet hiver, ce printemps, j'ai fini l'écriture à Paris, et donc oui, on peut dire que c'est une espèce de thérapie, je n'ai pas de mal à le dire, poser les choses, c'est important. Et vous disiez, est-ce que j'ai tout dit? Tout dit à 100% peut-être pas, mais j'ai quand même beaucoup dit, y compris d'ailleurs aborder 2-3 sujets qu'on n'aborde pas d'habitude, voilà. Donc voilà à peu près les 14 mois résumés en quelques minutes. Une dernière petite indication, vous avez écrit ce livre seul oui. Sans Stéphane Taponnier, donc oui. Vous êtes toujours copains et vous avez imaginé d'écrire à 2 non, jamais, parce que d'abord, moi j'écrivais là-bas sur place. J'avais négocié des stylos et je me souviens des stylos, parce que les stylos sont made in China et on écrit 10 feuilles et il n'y a plus d'encre. Et c'est pas un détail, parce que tout se négocie quand on est otage, et rien que négocier un stylo, c'est 3 jours. Donc du papier, des stylos, j'ai écrit 500 feuillets, finalement, une feuille par jour, c'est pas énorme. Et les talibans ont eu l'intelligence de me donner ce matériel pour travailler, et aussi l'intelligence de tout me piquer à la fin. Enfin, une première fois au mois d'octobre, à peu près à la mi-temps si j'ose dire, et une fois à la fin, tout simplement parce que dans leur esprit, toujours très finement analysé, on le laisse écrire, ça le soulage, ça lui passe le temps, et en même temps, selon eux, aucune information ne devait sortir de notre trou. Mais bon, sauf que les informations, elles étaient évidemment imprimées dans ma tête.
Et en plus, ça m'a bien aidé, parce que j'ai une mémoire visuelle, comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que c'est en écrivant que je retiens mieux. C'est pour ça qu'il y a aussi parfois un certain luxe de détails, mais je ne suis pas le seul, parce qu'Ingrid Betancourt, qui a écrit un gros livre, évidemment, elle est restée 6 ans et demi otage, il y a aussi un luxe de détails dans son livre, et je ne pense pas qu'elle invente quoi que ce soit. Et c'est vrai que dans ces moments extrêmement forts, encore une fois, je reviens aux gens qui ont vécu des moments très forts dans leur vie, hein, que ce soit un conflit ou autre, accident, séjour à l'hôpital, j'en passe. Ce sont des moments qui restent gravés dans l'esprit. On se souvient parfois de détails infimes, intimes, qui dans la vie courante, quand tout va à peu près bien, glissent sur nos mémoires, mais pas là. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de détails, d'anecdotes et d'observations. Parce que tout, on est comme des éponges dans ces cas-là. En tout cas, moi je suis comme une éponge dans ces cas-là, on s'imprègne de tout. Donc voilà quoi. Et sur Stéphane, vous êtes toujours... Oui, c'est ça. Vous avez été séparés pendant 8 mois. Oui, non, j'avais perdu le fil de ma pensée. Et la deuxième chose, c'est que comme le livre est très sincère, vous racontez certains coups de gueule avec vos oui, alors, pour Stéphane, d'abord pour commencer, Stéphane n'avait pas le besoin d'écrire. Regardez, Florence Aubenas, par exemple, elle a écrit beaucoup de livres. Pas une ligne sur sa détention. Bon, c'est un exemple. Stéphane n'avait pas l'envie d'écrire, et je peux comprendre, ça c'est sa réaction. Chacun, dans ces cas-là, on a une réaction différente. Nous sommes toujours en excellents termes. D'ailleurs, ce livre lui est dédié à Stéphane et à Reza, notre traducteur, qui a partagé donc, cette année et demie avec nous. Et Stéphane est à Montpellier et ça va, tout va bien. Reza est à Kaboul, c'est un petit peu plus compliqué pour lui parce que peut-être un peu plus sensible, plus jeune, et surtout lui il n'est pas sorti du contexte. C'est-à-dire lui il est de Kaboul, il est afghan, et lui il est toujours dans un pays dont il sait que ça ne tourne pas, que ça ne fonctionne pas, et je pense que ça peut le miner un peu de l'intérieur. Nous on n'est pas afghans, quelque part c'est plus simple, une fois qu'on a fini cette mésaventure, on a été enlevé, c'est le cas de le dire, mais enlevé dans le bon sens du terme cette fois. Et en France, on est dans un autre contexte et on peut faire une rupture. Voilà. Lui, non. Donc c'est un peu différent. Mais bon, Reza, je l'ai eu il y a quelques semaines au téléphone. J'ai eu des nouvelles très très récentes via un confrère. Et ça va. Et j'espère d'ailleurs qu'il devait venir en France avec son épouse au mois de juin. Mais un heureux événement est arrivé, il y a eu une naissance et donc évidemment on ne pouvait pas se déplacer avec un nouveau-né, donc Reza est papa pour la 5e fois. On fait beaucoup d'enfants en Afghanistan, mais il m'a dit que 5 ça suffit, hein, j'arrête là. Et la petite s'appelle Azada, ce qui veut dire liberté en langue locale. Oui, bah, vous savez, on nous mettrait, nous tous les deux, dans 12 mètres carrés pendant 547 jours, on ne se connaît pas. Mais je suis persuadé qu'on se disputerait plus d'une fois. Alors oui, il y a eu 3 disputes, je raconte d'ailleurs sans fioriture. 2, on s'est réconcilié dans l'heure, et la 3e, on s'est fait la gueule, passez-moi l'expression, pendant 5 jours. Il n'y a pas mort d'homme, si j'ose dire. Évidemment, tout est exacerbé, tout est multiplié par 100, par 1000. Et moi, je dis toujours, j'ai une chance extraordinaire. Je vous le dis à vous, parce que je l'ai d'abord dit à lui, à Stéphane. Je lui dis il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. C'est pas évident, vous savez, de parler finalement de ça quand on revient. J'ai dit à Stéphane, on était à Montpellier, c'était à la fin du mois de juin, j'ai une sacrée chance d'être tombé sur toi, parce que c'est vraiment un type ultra costaud. Si j'avais dû gérer un gars un peu fragile, qui pleurniche tout le temps, etc. Mais non, là j'avais affaire à quelqu'un de très pro, très costaud. Et donc c'était quelque part, et moi je pense que on considère à peu près pareil, c'était un soulagement. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'y avait pas quelqu'un qui était un poids pour l'autre. Mais c'est vrai qu'être confiné dans une même pièce, parce qu'il n'y avait pas que nous 3, il y avait parfois les talibans qui venaient, qui en rajoutaient, on pouvait se retrouver à 5 ou 6 dans une même pièce, sauf que les talibans pouvaient sortir, pas nous. Donc voilà quoi. Et puis il y a eu tout l'inverse, il y a eu l'isolement total, moi j'étais 8 mois seul, complètement seul. Donc j'ai eu un peu toutes les sauces, si j'ose dire. Peut-être que vous nous expliquez un peu, quand vous nous parliez des conditions de détention, vous êtes déplacé sans savoir vraiment où vous allez, alors au lendemain, vous êtes des endroits... Toujours prévenu à la dernière minute, ou pas prévenu du tout d'ailleurs, toujours de nuit pour ne pas être repéré, parce que la grande trouille des talibans c'était qu'il y ait une opération militaire française pour venir nous libérer.
C'est pour ça d'ailleurs qu'au bout de 3 mois et demi, on a été séparés, Stéphane d'un côté, Reza de l'autre et moi de l'autre, mais on n'a pas tout le temps été séparés parce qu'il manquait de logistique, c'est-à-dire il manquait de lieux sûrs pour nous détenir. Des lieux sûrs, ça veut dire trouver des maisons, trouver des familles qui ne parlent pas, trouver des lieux adéquats pour l'enfermement, si j'ose dire. Donc c'était, pour eux, logistiquement, c'était compliqué. Et on a quand même fait, moi, j'ai un peu moins bougé que Stéphane et Reza, parce que Stéphane et Reza, moi, pendant 8 mois, j'étais seul, Stéphane et Reza étaient seuls, ensemble. Puis après, on s'est retrouvés à 3 de nouveau. Moi, j'ai dû faire une quinzaine de maisons, parfois 2 ou 3 fois la même, d'ailleurs. Et Stéphane et Reza une petite vingtaine. Alors ça allait le plus, c'est 5 mois et demi, et le moins c'est une nuit, voilà, ça dépendait des moments. Parce qu'il faut expliquer que pour les talibans, si je peux me permettre, vous êtes un colis précieux, mais en même temps encombrant. Donc pour eux, c'est pas... On est un objet précieux et encombrant, c'est-à-dire qu'il faut le planquer, on a une certaine valeur, vu qu'on est otage. En même temps, on est un objet, c'est-à-dire qu'on est déshumanisé, déconsidéré, mais il faut nous garder en vie, autrement on ne veut plus rien. Un otage mort est un otage qui ne vaut plus rien. Donc voilà. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que donc, pendant vos journées, vous faites un peu de sport, vous écrivez donc, et puis vous écoutez la radio. C'est très important, vous avez négocié pour longtemps pour avoir une radio. J'organise, c'est peut-être parce que j'avais passé 30 jours avec les militaires avant, mais j'organise ma journée de manière militaire. Militaire dans le sens organisation du terme, c'est-à-dire... comme on n'a rien à faire de la journée quand on est otage, hélas, il fallait que je me mette à la bourre. Donc, on avait négocié au bout d'un certain nombre de semaines des radios, et ça c'est... Tous les otages qui ont eu une radio peuvent vous dire que ça sauve la vie, parce que ça vous rattache d'un lieu de non-vie à la vraie vie. C'est-à-dire que j'ai pu vivre quasiment en direct, je sais pas moi, le Grand Prix de Formule 1 à Monaco, le Festival de Cannes, la mort du président polonais Leszczynski quand il y a eu ce terrible accident d'avion où la moitié de la classe politique polonaise y est passée au-dessus de Smolensk, voilà. Vous écrivez que vous n'avez jamais été aussi bien informé. Oui, paradoxalement, oui. Bon, sauf au début, on n'avait pas de radio les 3 premiers mois. Mais ensuite, oui. La radio qui rythme ma journée, parce que j'écoute à peu près 5 à 6 heures par jour la radio, mais pas d'un seul bloc. Donc 1 heure par-ci, une demi-heure par-là. J'ai des rendez-vous. Avec la BBC, bon, ça va, je me débrouille pas trop mal en anglais, parce que la BBC diffuse mieux qu'RFI dans le sens où c'est en ondes courtes. Donc les ondes courtes, on les reçoit partout. RFI, c'était la FM, et ils ont certes des émetteurs puissants, un émetteur qui vient de Kaboul, enfin quand même, la FM, ça a ses limites, c'est-à-dire à partir de 50 km à vol d'oiseau, et nous on était en bout de course, c'est très aléatoire, c'est-à-dire que si vous vous mettez là, vous avez la radio, mais si vous vous mettez là-bas, vous ne l'avez plus. Enfin nous, on n'avait pas une pièce aussi grande, hein, mais parfois à 1 mètre ou à 2 mètres près, on reçoit la radio, on la reçoit mal, on ne la reçoit pas du tout. C'est le mystère des ondes, exercice physique 2 fois par jour, donc ce qu'on appelle à l'ancienne des cultures physiques, quoi, des pompes, essayer de... Vous savez, on a perdu en moyenne 15 kilos. Moi, je varie très peu de poids en plus, donc voilà. C'est-à-dire qu'on fond, étant donné qu'on ne marche pas. Et la grande spécialité des talibans, c'est de ne pas vous faire bouger pendant 2-3 mois, et d'un seul coup, vous faites une marche forcée toute une nuit. Donc essayez quand même d'avoir un minimum de tonicité, parce que quoi qu'il arrive, les 20 km dans la montagne, les 25 km, il faut les faire. Mal nourri, pas bougé depuis, donc d'ailleurs j'ai pas repris toute ma masse musculaire. Donc essayez de se tenir un minimum en forme. Stéphane a poussé jusqu'à 3 heures, 3h30 d'exercice physique par jour. Moi j'en faisais 2 fois une demi-heure. Et Reza aussi d'ailleurs. Reza, pour la petite histoire, dans ses multiples activités à Kaboul, est patron d'une salle de sport. Donc alors ces adjoints sont parfois très mystérieux parce qu'au début ils nous regardaient faire la gym et ils disaient rien. Je me disais, on va pas être très sportif celui-là. Et plusieurs mois plus tard, il me dit mais vous faites n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, vous vous cassez le dos et tout. Et il dit oui, j'ai une salle de gym moi. Alors je vais t'expliquer comment il faut faire. Donc voilà, mais au début il avait le moral un peu miné, donc c'est vrai que vous savez, se faire enlever dans son propre pays, je pense que c'est encore plus dur que d'être enlevé dans un pays tiers, quoi. Et l'écriture, le sport, un peu de méditation, la radio, il y a un passage... occuper son temps. Il y a un passage incroyable sur la radio, c'est qu'au début vous êtes un peu tout feu tout flamme, vous imaginez vous évader, vous imaginez surtout pas rester... Je tente même un peu, voilà, vous tentez. Un peu parce que c'est... Enfin, dangereux, dangereux, et puis je suis
suis plein d'interrogations parce qu'à ce moment-là, je suis seul. Si d'abord, on pense à se refaire prendre, et si on réussit, est-ce qu'il n'y a pas des mesures de rétorsion sur les deux autres qui sont plus avec moi? Donc c'est très compliqué. C'est une période extrêmement compliquée. Le mois de mai, le mois de juin, c'est-à-dire le 5e et le 6e mois. Et alors un jour, vous entendez à la BBC une douce voix, et c'est Ingrid Betancourt qui raconte. Absolument. Ouais. C'est une interview longue, ça dure 25 minutes. Je suis au 10e mois de captivité. Ça commence à faire un peu long. Et je reconnais la voix de Betancourt, d'ailleurs elle est présentée par le journaliste, elle parle de sa terrible expérience au cœur de la jungle en Colombie. Et là, je me dis, oh la pauvre, oh la pauvre. Moi je suis au fond du trou, elle est quand même libérée à ce moment-là. Et voilà, c'est le monde à l'envers, mais c'est vrai que 6 ans et demi, oui, effectivement, la pauvre, quoi. Et surtout, ensuite, ça me revenait tout le temps. Je dis, alors moi, ça fait pas 1 an, et 6 ans et demi, si c'est aussi long qu'elle, ça risque d'être long. Et ça m'a vraiment, obsédé quasiment tous les jours, cette interview. Je lui ai dit d'ailleurs, je l'ai rencontré 2 heures en tête-à-tête, Ingrid Betancourt à Paris, parce que le hasard de la vie fait que sa nièce est journaliste à France 3 à la rédaction nationale. S'appelle Amélie Deloy, c'est la nièce en fait de Fabrice Deloy dont on avait beaucoup parlé, l'ex-mari très actif d'Ingrid Betancourt qui avait beaucoup médiatisé le cas d'Ingrid. Et j'ai rencontré une femme très forte, très lucide et une sacrée rencontre, franchement. On va laisser peut-être la parole à la salle sur la détention. Une dernière petite question. À vous lire, vous n'avez jamais souffert du syndrome de Stockholm? Non, non. Vos jolis mots. Je ne les déteste pas, je ne les aime pas, je les ai observés, surtout à la fin. Leurs méthodes, évidemment, je les cautionne absolument pas, les méthodes de prise d'otages, mais leurs méthodes sur le terrain, c'est-à-dire des attentats suicides, des attaques aveugles. Bon, ils ont des cibles, hein, les militaires français, américains, britanniques, mais aussi les militaires afghans, les policiers afghans, mais généralement quand ils ont une cible, quand il y a un militaire de tué, il y a 5 civils autour qui sont morts. Mais eux, ils ont une justification. L'opération est réussie parce que le militaire a été tué et les 5 autour, ils sont shahid, c'est-à-dire ils sont martyrs pour la cause de l'islam. Voilà, c'est une méthode un peu simpliste, donc je ne cautionne absolument ni leur méthode, ni leur combat, ni leur projet de société. C'est de l'obscurantisme, voilà. C'est un jugement de valeur. Hein. En revanche, j'ai bien observé leur méthode. Ils sont dans le combat, ils sont très organisés, ils sont peu. Ils tiennent tête quand même à une coalition qui, au plus fort, a fait 140 000 hommes, hein, américains, français, allemands, anglais, etc. Une armée qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin une armée afghane en face qui a à peu près 250 000 hommes, avec force armée et police. Et eux, ils sont quoi? 20 000, 25 000 à tout casser on va dire, de combattants actifs à plein temps, parce qu'après il y a différents types de talibans, ils ne sont pas tous à plein temps, je dirais. Donc oui, ils ont une force de nuisance extraordinaire, ils ne gagneront jamais cette guerre, mais ne la perdront pas. Parce que c'est la technique classique de guérilla. C'est-à-dire le problème, c'est qu'on ne gagne pas contre une guérilla, surtout sur un terrain comme l'Afghanistan. C'est pas la Beauce, c'est pas les grandes plaines de Champagne, c'est de la montagne. C'est de la montagne, il n'y a quasiment pas de route goudronnée, c'est des vallées très serrées, très dangereuses. Ils sont chez eux. Le problème, c'est qu'ils sont chez eux. Et eux disent, nous défendons notre Afghanistan. C'est-à-dire les étrangers dehors, tous d'ailleurs, pas essentiellement les militaires, mais aussi les organisations humanitaires. Et moi je dis, c'est du national-islamisme. C'est-à-dire qu'ils ont un costume islamiste, mais derrière ça c'est du nationalisme. C'est-à-dire c'est du nationalisme afghan et surtout du nationalisme pashtun, parce que pour eux ils veulent une espèce d'un grand pays à cheval entre le Pakistan et l'Afghanistan qu'ils appelleraient le Pashtunistan. Voilà. Et d'ailleurs, l'affaire afghane ne peut pas se régler sans le Pakistan. Tous les grands spécialistes de cette région qui travaillent depuis des années là-dessus le disent. La clé du problème est au Pakistan. Alors, est-ce que... Voilà, monsieur, on va vous passer un micro. On va vous passer un micro, monsieur. On va regarder juste là.
Quels étaient les rapports avec vos geôliers? Ça dépend lesquels. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 types assez toxiques, dont un certain Drana dont je parle beaucoup, parce qu'il m'a collé au basque du début jusqu'à la fin. J'ai même failli le tuer, pour tout dire, quand je le raconte. Mais physiquement parlant, j'entends, hein, pas juste en parole. Et certains étaient, je dirais, voilà, neutres, c'est-à-dire on était des objets, on nous surveillait, on nous donnait vaguement à manger. Et il y en a 2-3 qui étaient, je dirais, plus humains, avec qui on a pu discuter. Alors après, il y a le choc des cultures. C'est vrai que, je dirais, c'est un pays où le mensonge est humain, mais il y a une autre forme de mensonge en Orient qui n'est pas nécessairement la nôtre à nous. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que toute discussion est à double, ou il y a 2-3 tiroirs, qu'on ne comprend pas tout, qu'il faut beaucoup de réflexion et surtout d'habitude pour décrypter ce que veulent dire les Afghans, quoi. En particulier quand on essayait de comprendre ce qui se passait au niveau des négociations. Parce que dès qu'on pouvait, on posait des questions sur les négociations. Le fameux, le sésame, le mot-clé Mozakrat. Mozakrat en dari, en farsi, enfin, c'est la même langue que l'iranien. Mozakrat, ça veut dire négociation. Donc, avec notre traducteur, bon, évidemment, là, on avait une traduction, donc on peut avoir des discussions et des questions précises. Moi, quand j'étais 8 mois seul, ça se résumait à Mozakrat Choron, c'est-à-dire les négociations avancent, ou Mozakrat Khalas, c'est-à-dire elles sont finies, mais dans le sens échoué. C'est-à-dire Reza vous a fait une liste de, oui, on a fait de mots utiles. Voilà, c'est-à-dire au moment d'être séparés, on l'a su quelques heures avant. Et donc Stéphane et moi, on a demandé à Reza de nous concocter, enfin on a fait ensemble une liste de mots-clés. C'est-à-dire j'ai faim, j'ai soif, je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de médicaments. Il n'y en avait pas vraiment, mais bon. Et le fameux mot Mozakrat. Voilà. Donc c'était très, selon les talibans, c'était jamais amical, mais c'était fluctuant entre les types toxiques et paranoïaques. Ils avaient tous un dénominateur commun, c'est la peur qu'on soit vu, vendu, c'est-à-dire que la population aille voir la police locale. Il n'y a pas de poste de police dans ces villages, hein. Il faut aller très bas dans la vallée, il n'y a pas un flic, il n'y a pas un militaire avant 30 bornes. Mais que voilà, ils sont là, on les a vus, ce qui pourrait après, ce qui aurait pu après, ce qui aurait pu permettre aux militaires, afghans ou français de monter une opération pour venir nous libérer. Donc ça, c'était leur hantise permanente. C'est pour ça qu'ils nous ont fait beaucoup bouger. Dans un cercle restreint, parce qu'ils ne pouvaient pas nous sortir de là, l'armée française quadrillait à peu près le pourtour de la zone. Elle n'était pas dans notre zone, mais elle avait tout fait, et ça je l'ai su très vite, d'ailleurs j'en parle dans le livre aussi, c'est que Hervé Morin, le ministre de la Défense, dès notre enlèvement, sur ordre de Nicolas Sarkozy, avait mobilisé des dizaines et des dizaines d'hommes pour que nous ne soyons pas exfiltrés au Pakistan, parce que là ça aurait été encore plus compliqué. Une autre question? Madame. Ah non, pardon, madame devant. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous saviez ce qu'ils attendaient de vous et de nos dirigeants? Est-ce qu'ils vous expliquaient ce qu'ils attendaient de vous? Oui, très vite, de nous, pas grand-chose. Des négociateurs, parce que les négociations se sont nouées très vite. Moi, j'ai eu un premier contact téléphonique, et encore une fois, je le raconte dans le détail là. Au bout d'un mois, j'ai eu un agent de la DGSE, donc un agent des services secrets français, certainement basé à Kaboul. Voilà, pour eux c'est une preuve de vie, c'est-à-dire je l'ai eu directement au téléphone, donc c'était un coup de fil négocié avec les talibans. On a dû marcher plusieurs heures dans la montagne pour aller parler au téléphone, pour changer d'écouteur GSM pour ne pas être repéré, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un gros espoir de nous les libérer rapidement, parce que le négociateur me dit « on va vous sortir de là très rapidement ». Ils étaient sur une piste, mais la piste a échoué. Donc, à tel point d'ailleurs que Nicolas Sarkozy téléphone à mon amie Béatrice fin février, en lui disant « c'est bon, ils sont libérés ». Pas de chance, c'était pas bon. Lui-même était mal informé par ses services secrets, qui étaient mal informés par les Afghans qui travaillaient directement sur le terrain. Comme quoi, les histoires d'otages, c'est compliqué. Même le président de la République n'est pas informé correctement. La seule chose, c'est que Nicolas Sarkozy, toujours un peu impatient, comme d'habitude, aurait dû juste attendre une confirmation à 100%,
Mais il l'a fait dans un bon sentiment pour le coup. C'est-à-dire qu'il était tellement content, tellement soulagé d'annoncer la bonne nouvelle qu'il l'a fait trop vite. Sauf que on n'était pas du tout, et les dates ne correspondent pas. Ce jour-là, il n'y a pas de tractation, on ne bouge pas, c'est fin février, on ne bouge pas du 15 février au 3 avril, donc vous voyez, bon voilà. Donc c'est pour vous dire que même au plus haut niveau de l'État, ils n'ont pas nécessairement les bonnes informations, alors que c'est eux qui négocient. Donc vous imaginez la complexité des négociations. Madame, au fond. Est-ce que vous avez craint un jour D'être tué. Parlons franc. Et vos copains Non, au tout début, oui. Les premières heures, parce que là, d'abord, on a été quand même kidnappé par un groupe de jeunes combattants très nerveux. Donc là, ça pouvait partir, voilà, c'était des gamins de 20 ans, quoi. Hein. C'était pas des enfants soldats, il y en a pas. Enfin, j'en ai pas vu. Je pense pas qu'il y en ait d'ailleurs en Afghanistan. Si, il y a des adolescents qui sont en fait des bombes humaines. On leur fait conduire des petits camions, etc. Mais bon, mais des enfants soldats au sens du terme, comme on en a vu en Afrique, etc. Non, mais des gamins de 18, 19, 20 ans, des très jeunes adultes. Donc on a été kidnappés par ce groupe de jeunes qui avaient été alertés par un informateur qui infiltrait un poste de contrôle militaire, où on avait été stoppé pour contrôle d'identité. Au tout début, ça pouvait partir. Ensuite, il y a eu quelques jours un peu une crainte, mais très vite, moi je le disais à Stéphane et à Rezac, enfin Rezac est plus difficile à convaincre, on ne casse pas la tirelire, quoi. On a une valeur, on n'exécute pas un otage comme ça sans raison. Après, il y a eu la deuxième phase. Au bout de 3 mois et demi, on a d'abord enregistré une première vidéo qui a été envoyée en France, qui n'a pas été diffusée, ce qui est souvent le cas, qui a été montrée aux familles mais pas médiatisée. Ensuite, il y a eu une deuxième vidéo et là, les talibans se sont énervés, ils nous ont fait dire la première vidéo n'a pas été diffusée en France parce qu'ils sont au courant de tout. Si la deuxième vidéo n'est pas diffusée, on exécute les otages. Donc là, dans le doute, France Télévisions s'est pas abstenue. Elle a diffusé la vidéo à minima, pas entièrement, mais en tout cas pour donner satisfaction, quelque part, aux ravisseurs. Et d'ailleurs, ce sont les ravisseurs qui ont finalement sifflé la partie de non-médiatisation, parce que souvenez-vous au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas, parce qu'on a l'impression qu'on a toujours parlé de nous partout, avec des portraits partout, mais ça c'est la deuxième phase. La toute première phase qui dure donc 3 mois et demi, c'est des otages sans nom, sans visage. On peut aborder ce point parce que c'est vrai qu'il y a... Ensuite, il y a une vague médiatisation le 4e, 5e, 6e mois, et ensuite c'est la grosse médiatisation, mais à partir du mois de juillet 2011, c'est-à-dire après 6 mois de détention. Je rappelle par exemple que Florence Aubenas, elle a été par exemple détenue 6 mois. Et on avait beaucoup médiatisé. Serge July, à l'époque patron de Libération, avait beaucoup médiatisé. Ça n'avait pas été le choix de France Télévisions, ce que j'explique aussi, tous ces atermoiements sous pression du Quai d'Orsay, de l'Élysée, etc. Voilà, ça a été aussi une affaire politico-médiatique, assez complexe au début, et c'est pour ça que je voulais absolument y revenir. Encore une fois, pas du tout dans le but de polémiquer, dans le but de comprendre et de faire comprendre. Vous expliquez justement les coulisses avec les tiraillements entre le pouvoir, la direction de France Télévisions, entre la direction de France Télévisions, la direction et la base de France Télévisions, voilà. D'accord. Donc vous avez des familles qui avaient encore un autre avis. Vous allez pouvoir un peu nous dire bon, comment ça s'est passé. Puis deuxième chose, c'est que pour vous, vous êtes persuadé qu'il faut médiatiser. Alors, il y a... C'est un peu plus que oui, pas au début. C'est plus nuancé que ça, voilà. C'est-à-dire d'abord les tiraillements. Bon, c'est très simple. Pour aller droit au but et parler de Nicolas Sarkozy, parce que c'était quand même un omniprésident, on l'a toujours dit, mais pour le coup, pour notre cas, ça en était un exemple supplémentaire. Nicolas Sarkozy demande à tous, sachant que ce sont des journalistes, que nous sommes des journalistes, Stéphane et moi, silence radio. Pas un mot, juste dire que des journalistes ont été enlevés, vaguement dire qu'on est de France 3, ni nom, ni même prénom, ni visage, ni rien du tout, le plus discret possible. Et il demande ça aussi aux familles, etc., aux amis. Tout le monde respecte la ligne, au mot près, personne ne dira. Pourtant, il y en a des publications en France, et Internet, et machin, et bidule. Bon.
Dans le même temps, quasiment, il demande le silence donc, et il le viole lui-même, en disant qu'on est des irresponsables, la chasse au scoop à tout prix fait par les Claude Guéant sur Europe 1 le 17 janvier, donc 17 jours après notre enlèvement, puis le général Georgelin qui en rajoute une couche fin février en disant ils ont déjà coûté 10 millions d'euros, mais tout ça, pas dans les couloirs de l'Assemblée nationale, du ministère de la Défense ou de l'Élysée. Non, 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 sur une antenne, une très grosse radio, relayée évidemment par tout le monde. Les confrères, les amis, et puis tout simplement de simples citoyens commencent à dire non mais c'est plus possible. Alors, il demande le silence, il viole le silence, et en même temps il fait le job. C'est-à-dire qu'il y a des procédures pour les otages en France depuis très longtemps. Hein. Hélas, on a des otages depuis des dizaines et des dizaines d'années, régulièrement, depuis le Tchad en passant par le Liban, l'Irak, l'Afghanistan, etc. Donc il fait le job et il ne le fait pas moins bien qu'un autre président de la République, il le fait aussi bien, voire mieux, parce que Sarkozy est un type actif, donc quand il donne des ordres, il faut qu'il y ait des résultats. Donc c'est toute la complexité du personnage, voilà. Et ce qui les met très mal à l'aise au début, le gouvernement et le président de la République, ses conseillers, et aussi pas mal de militaires, c'est que nous, on est une preuve, Dieu merci vivante, que l'armée française ne contrôle pas cette zone, pas du tout. Nous, on ne va pas en claironnant, on se fait passer le plus discrètement possible. On sait que la zone sensible de Tagad, on ne va pas s'arrêter. On fait des interviews en amont et en aval. Et cette zone dite sensible, on la traverse en voiture le plus incognito possible, habillé à l'afghane, dans une voiture banalisée, avec 3 accompagnateurs qui connaissent très bien le coin, etc. Sauf qu'on se fait vendre par un informateur taliban qui infiltre un checkpoint, un poste de contrôle officiel, militaire et policier. Et donc, on se fait enlever sur la route principale de Kapisa. Vous savez, la Kapisa, c'est très important stratégiquement parce que ça ouvre à la porte de Kaboul en nom du Pakistan, mais c'est tout petit. C'est 1850 km². Alors c'est quoi 1850 km²? J'ai fait le calcul par rapport à la surface de l'Afghanistan. C'est 650 000 km² l'Afghanistan. C'est un peu plus grand que la France. C'est 20% plus grand que la France. C'est 0, je dis bien, 0,3% de la superficie afghane. Et nous, là-dessus, on n'est pas dans une vallée isolée. Hein. On est sur la route principale, entre 2 bases françaises. Et on se fait enlever là, on est à la barre de l'armée française, de l'armée afghane et de la police afghane. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Et c'est vrai qu'à l'époque, la petite musique officielle, le dogme, c'était de dire, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, la situation est difficile, certes, et nous on nous l'avait répété pendant un mois, parce que ça faisait déjà un mois qu'on tournait avec l'armée, la situation est difficile, elle est tendue, mais elle est sous contrôle. Après on part sans l'armée, tout en prenant l'armée, contrairement à ce qui s'est dit aussi, et on se fait enlever au bout de 3 heures à midi, enfin 11h30 du matin. En plein soleil, il faisait beau comme aujourd'hui, plus froid. Bon, c'était pas en pleine nuit, par une nuit de brouillard, bon. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème. À partir de là, on charge le journaliste en disant que c'est un irresponsable, etc. Parce qu'il faut bien trouver une justification d'une zone qui n'est pas tenue par l'armée française, mais même pas vaguement contrôlée. Guéant parle d'imprudence coupable. Voilà, imprudence coupable. Donc pour moi, il y a eu mensonge d'État. Je le dis, il y a eu mensonge d'État. Ça, vous l'écrivez. C'est pas une expression que vous utilisez dans le livre, mais c'est vrai que dès le début, on voit bien que vous justifiez qu'en fait, vous avez eu un comportement tout à fait normal pour un journaliste. La polémique, vous la prenez quand et comment vous réagissez? La polémique, je la prends, la grosse polémique. On a eu des bribes, on avait cru comprendre à la fin en écoutant RFI, vu qu'on avait ces fameuses petites radios qui avaient eu des polémiques, mais on ne comprend pas très bien parce que à ce moment-là, c'est déjà, surtout on a beaucoup suivi le fameux 500e jour. Il y a vraiment eu des manifestations partout en France, à Paris, dans toutes les régions de France, même paraît-il en Belgique, en Suisse, etc. Et là on comprend qu'il y a une petite polémique, mais on ne saisit pas très bien. La polémique, on l'apprend le jour de notre tour, c'est-à-dire dans la nuit du 29 au 30 juin, mes rédacteurs en chef qui sont venus me chercher à Kaboul et avec qui je fais le voyage en avion, on me parle qu'il y a une polémique, pas comme ça qu'on débarque trop violemment. On arrive à Villacoublay, là où tous les otages arrivent, une petite conférence de presse, les premières images, la joie, etc. De là, Stéphane et moi nous sommes emmenés pour des premiers examens très rapides à l'hôpital Bichat, donc au nord de Paris, dans le 18e. Et là, en attendant les résultats de prise de sang, machin, je regarde la télé et je vois un journaliste qui résume tout ce qui s'est passé depuis 18 mois et qui parle de cette polémique en long, en large.
Là, je dis, mais c'est pas possible. J'appelle Stéphane, on faisait pareil, on rappelle des faits, etc. Et là, on arrive à France Télé, donc à 14h, on a débarqué en France à 9h30. Et là, c'est là que je fais la sortie dans le hall de France Télé où je dis on n'a pas gravi l'Everest en tongue par la face nord. Et j'explique, et là je suis vraiment pas content, hein, que ce soit mon aide. Donc voilà, mais je comprends pas grand chose parce que voilà, j'ai des informations, certes relativement complètes, mais. Et c'est pour ça que moi je me dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, voilà. Et donc, je demande. Pour le livre, hein, je demande à tous les grands protagonistes des rendez-vous et des interviews, ils me disent tous oui, tous, sans exception. Nicolas Sarkozy en premier, Claude Guéant qui était ministre de l'Intérieur après, qui avait quand même pas que ça à faire, en plus c'était en pleine campagne présidentielle, Kouchner, qui avait un peu plus de temps libre, Morin aussi, Juppé, le général Georgelin, celui qui avait dit 10 millions d'euros, mais qui au moins me reçoit. Et le seul qui refuse de me recevoir, et c'est pas n'importe qui, c'est celui qui est à la source de la désinformation. C'est-à-dire l'officier de presse avec qui je suis en liaison constante, lui à Kaboul et moi en Capissade, à 50 km. Parce que vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut dans l'armée. C'est-à-dire, vous faites ça tel jour, vous faites ça tel jour, changement de programme constant, parce que l'armée change beaucoup de programmes pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'opération. Un jour, on fait une opération prévue un mardi, et finalement elle est décalée le jeudi, ou elle est annoncée. Voilà, c'est l'armée, c'est la guerre. Et on ne peut que se conformer à ça. Après, il y a le tournage dans la vie quotidienne qui se passe pas très bien, parce qu'une mission classique, c'est 8-10 jours. Nous reste 30 jours, on fait une émission dite d'investigation, on va essayer de comprendre un peu les choses. Donc les relations se tendent un peu avec les officiers de presse subalternes, des lieutenantes d'ailleurs. Tout ça remonte au lieutenant-colonel Jacques Fouquereau, donc le fameux. Et lui a toujours refusé de me recevoir. Pas un mot, pas une lettre, pas un texto. Je lui ai envoyé je ne sais pas combien de messages, lettres recommandées, accusées de réception, etc., etc. Rien. Silence radio. Sauf que c'est lui, je l'explique dans le livre par le menu, c'est lui qui est à la source, lui, peut-être un petit groupe d'officiers autour, mais en tout cas, lui qui est au cœur de la désinformation vis-à-vis de nous. Et c'est ça le problème. Et c'est quand même bizarre que ce soit le seul à répondre absent, alors que... Et d'ailleurs, Kouchner me le dit, un peu débité dans l'entretien, et d'ailleurs il l'a redit sur Canal+ il y a quelques jours, quand on a été invités tous les deux, jeudi, on s'est fait intoxiquer, on s'est auto-intoxiqué. Bon. Et c'était pas le plus virulent, Kouchner, à ce moment-là. Il était relativement prudent, parce qu'il a l'habitude des journalistes, quand même, je ne sais pas combien d'années qu'il a signé au train, qui connaît tout ce Barnum, etc. Donc Kouchner était relativement prudent, ce que était le cas de Nick Guéant, Nick Sarkozy ou du général Georgelin. Alors clairement, cette source-là laisse entendre que vous avez voulu interroger des talibans au dernier moment, un peu dans la préparation, voilà, alors, ce qui est faux. J'ai presque envie de dire que Stéphane Tabonnier me fait jurer, il n'avait pas besoin de me faire jurer, avant de partir il me dit la zone de Tagab, on ne descend pas. On fait les interviews avant, on fait les interviews après. On a été interceptés entre les deux. Il n'était pas question une seule seconde d'aller voir les talibans. Pour l'émission qu'on a diffusée le 25 novembre dernier, on a acheté un reportage de Grégoire Degnaud. Grégoire Degnaud est un grand reporter, qui est un grand professionnel, qui pour la petite histoire est le fils de M. Degnaud, ancien ministre, académicien français, etc. Grégoire, c'est un type costaud. Pour aller dans la province du Kunar, qui est à la frontière, pas très loin de la Capissa d'ailleurs, à la frontière du Pakistan, plus d'1 an de contact. Des entrevues avec des émissaires, talibans, à Kaboul, etc. Je sais comment travaille ce type, je sais comment travaillent d'autres gars. C'est pas nous, à la dernière minute, on se dit on va aller rencontrer les talibans, mais il n'y en était pas question. On voulait juste aller voir des civils afghans, parce qu'on est quand même en Afghanistan. Notre métier, certes, c'est de suivre l'armée française ou américaine, comme vous voulez, mais enfin, on n'est pas dans un pays déconnecté, on n'est pas sur la Lune, même si parfois le paysage est un peu lunaire en Afghanistan. Quand on est en Afghanistan, on va voir les Afghans, à mon sens. Quand on est en Irak, on va voir les Irakiens. Quand on est au Liban, on va voir les Libanais. Quand on est à Nancy, on va voir les Nancéens. C'est un peu comme si vous alliez faire un reportage, je ne sais pas, sur la sécurité à Nancy, vous interviewez que des policiers. Et vous direz, mais c'est qui ces journalistes? On va voir les policiers et on va voir les habitants.
ceux qui se plaignent de l'insécurité, ceux qui peut-être créent un peu l'insécurité, mais en tout cas on essaye de voir le maximum de gens. Mais en tout cas, nous, il n'était pas question d'aller voir les talibans. Ça, c'était, je veux dire, pour avoir longtemps pratiqué dans des zones difficiles, Cambodge avec les Khmers rouges, des années Belfast, vous pensez qu'on arrive, tiens, je voudrais voir un mec de l'Iran. C'est un peu pareil. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc il y a des moments pour se justifier, il y a des gens qui sont prêts à dire n'importe quoi, et surtout il y en a d'autres, au plus haut niveau de l'État, qui répètent n'importe quoi sans aucune vérification. Et ça, moi je trouve ça très grave. Pas pour nous, parce que s'ils le font pour nous, vous savez, moi, Guéquière est taponnier, Sarko, il ne savait pas qui en était la veille de notre enlèvement. Hein. J'aurais préféré d'ailleurs qu'il ne sache pas. Alors, ça n'a pas porté l'objet des négociations. Est-ce qu'il s'agissait d'un gage financier? Est-ce qu'il s'agissait de... Je ne sais pas trop. En général, c'est toujours, je le raconte par le menu, en général, c'est toujours deux choses. Des prisonniers, et c'est ce qui est le plus long, c'est-à-dire que les talibans demandaient la libération de prisonniers talibans. Soit des types qui avaient été arrêtés, qui avaient commis des attentats, préparation d'attentats, etc., soit des combattants arrêtés sur le prisonnier de guerre, hein, finalement, sauf qu'ils ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre parce qu'il y a quand même un traitement. La prison de Bagram est au nord de la Kapisa, c'est un peu le Guantanamo afghan, c'est pas un peu, c'est le Guantanamo afghan, avec des prisons, une prison extrêmement dure qui vient de passer sous contrôle afghan maintenant. Prison aseptisée, vous avez vu tous ces images à Guantanamo, les mecs en orange baladés sur des brancards avec, pour voir même pas la lumière du jour, c'est exactement pareil à Bagram, et d'ailleurs c'est une prison interdite aux journalistes. Il y a très peu de journalistes qui sont rentrés à Bagram, y compris américains. Je ne connais pas de Français qui sont rentrés. Il y a une femme de la BBC qui a fait un superbe reportage là-dessus, BBC Radio, sans images. Uniquement, sans image, sans stylo, sans rien. Elle a vu, elle a retenu, elle a raconté après. Vous voyez un peu les États-Unis, première démocratie du monde. Bon, on va en discuter. Donc, échange de prisonniers. Les talibans demandaient 100 prisonniers au début. Au bout du compte, ils en ont obtenu 2. Ça, c'est sûr, archi sûr, plus que sûr. Confirmé par deux gars qui sont quand même pas des rigolos, Kouchner et Juppé. Négocié par les deux. D'abord Kouchner, dans l'ordre, ministre des Affaires étrangères. Bon, il y a eu Michel Alliot-Marie, mais elle est restée trop peu de temps, donc elle n'est pas trop intervenue sur le dossier, même si elle est un peu intervenue, mais elle est restée juste quelques mois. Et ensuite Juppé, qui est allé boucler ce qu'avait déjà préparé Bernard Kouchner, tout ça sous l'autorité du président Sarkozy, avec la supervision du président Sarkozy, parce que ça se joue au plus haut niveau de l'État. Rien ne se fait dans ces affaires d'otages, que ce soit Sarko hier, Hollande aujourd'hui ou Chirac avant-hier, tout se fait sous l'autorité du président de la République en France. À ce niveau-là, c'est... voilà. Comme d'ailleurs les opérations. Quand il y a des opérations militaires, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent, par exemple les deux jeunes qui ont été tués, les deux jeunes du nord de la France qui ont été tués au nord Niger, pris en otage pendant quelques heures seulement, hélas pour eux, par Al-Qaïda ou Maghreb islamique, ça a été un ordre donné par Nicolas Sarkozy, il me l'a confirmé. Et là, c'est un échec. Et c'est pour ça que, je vous ouvre une petite parenthèse, ça m'a été confirmé par Nicolas Sarkozy d'ailleurs et par le ministre de la Défense de l'époque, Hervé Morin. Aucune opération militaire n'avait été sérieusement envisagée pour nous. Ils y avaient pensé au tout début et finalement ils ont toujours dit non, parce que dès qu'il y a une opération militaire envisagée, et donc faite quand elle a eu lieu d'être, c'est risqué. Parce que vous ne pouvez pas être sûr à 100% de récupérer les otages. Vous savez, moi je suis preneur d'otages. Il y a des gars qui arrivent, je sais qu'ils vont me buter. Si j'ai l'otage, je bute l'otage. Hein. C'est tout bête. Hein. De toute façon, ils savent qu'ils vont y passer. Donc, tant qu'à tout perdre, donc ce sont quand même des gens extrêmement déterminés. Donc quand les services secrets, quand l'armée française décide d'une opération, il faut que ça soit préparé, mais vraiment, et comme on n'est jamais à l'abri d'un dérapage, un truc, on sait quand et comment commence une opération militaire, on ne sait jamais quand et comment elle finit, hélas. Et puis, oui, sujet tabou en France, hein, Kouchner l'a répété il y a encore quelques jours, la France ne négocie pas de rançon. Bon, évidemment, ça ne serait pas Polichinelle. Les 547 jours, c'était le temps de réduire le nombre de prisonniers en repos. Ça fait partie du truc, mais c'est-à-dire que c'était très long. Il y a plusieurs phases. Hein. Enfin, là, je suis assez précis, je suis très précis là-dessus. Il y a plusieurs phases. Il y a d'abord faire descendre les prix.
D'abord, il y avait des choses inconcevables. Les talibans demandaient au début, l'armée française doit quitter, séance tenante, l'Afghanistan. Ça, c'est un truc, ça ne tient pas une seconde, voilà. C'est niet. C'était 10 ans, ça aurait été niet. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le truc qu'on ne franchit pas. Ensuite, une centaine de prisonniers. Les prisonniers n'étaient pas du tout aux mains des Français, aux mains des Américains et aux mains des Afghans. Les Américains ont tout de suite dit pas de prisonniers. Nous, on a assez de mal à en faire, c'est pas pour en filer pour des journalistes. Et après, restaient les Afghans. Et les Afghans, ils traînaient des pieds. Et alors, les Afghans disent jamais non. Même dans la vie courante, ils disent jamais non. C'est toujours oui, si c'est oui, et si c'est non, c'est rien. Et ça a été des mois et des mois d'atermoiement, etc. Et justement, Kouchner puis Juppé interviennent à des moments clés. Kouchner, c'est sa toute dernière mission de ministre des Affaires étrangères. Quand je dis sa toute dernière mission, c'est-à-dire quand il remonte dans l'avion Kaboul-Paris, il n'est plus ministre. Le dernier truc qu'il fait, c'est pour moi. Ça, il me le raconte par le menu quand je vais l'interviewer au printemps dernier. Une autre question? Et Juppé, après, va visser les boulots. Je reviens sur la médiatisation que vous avez évoquée tout à l'heure. Ah pardon. Pour nier l'importance de votre prise d'otage, mais je ne me souviens plus exactement, peut-être après 100 jours, 150 jours. Donc sur France 2, sur France 3, on entendait Hervé Guécard et Stéphane Tavernier, leur accompagnateur afghan, et les autres otages français détenus à l'étranger. Je n'ai pas lu le bouquin, je ne sais pas si vous en parlez. Mais comment vous vivez si, comment dire, vous avez été otage, si j'avais été otage et qu'on n'avait pas parlé de moi, comment ils étaient anonymes en fait. Oui, alors vous parlez des autres otages, pas ceux qui concernent notre groupe, parce qu'en plus dans notre groupe, on était 5 à l'origine. Stéphane, moi, pour le côté français, Reza, et 2 autres, le chauffeur et l'accompagnateur, qui eux ont tout de suite été séparés de nous, qui ont été détenus dans d'autres maisons. Alors ils n'avaient aucune valeur aux yeux des talibans, donc pour leur vie c'était très risqué, et ils ont réussi à s'évader au bout de 7 mois. Porte mal fermée, un truc, bon. Même Sarkozy m'a dit, oh, c'est eux qui vous ont vendu, c'est pas clair leur histoire d'évasion, etc. Bon, j'en ai vraiment parlé les yeux dans les yeux avec Reza. Il m'a dit, mais non, je les connais depuis. Le truc en Afghanistan, j'ai connu son père, mon père a connu son père. Ça, c'est déjà un truc, c'est pas négociable. Donc, il m'a dit, mais non, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on fait ce métier, on a accompagné des tas de journalistes, des ONG, c'est pas possible. Et puis, ils ont quand même passé 7 mois. Sauf qu'ils ont entendu dans une conversation, parce que eux, ils comprenaient, c'était leur langue. Bon, bah, ces deux-là, ils commencent franchement à trop mobiliser d'efforts, etc., pour les planquer, et on va les aiguiller. Première occasion, ils sont partis, mais eux, ils sont chez eux. Ils parlent de la langue, ils savent à peu près se repérer. Il y en avait un des deux qui était de Capissa. Donc même dans la montagne, c'est pas évident. Hein. Même eux, ils se posent de temps en temps, d'ailleurs, je râle. Mais parce que c'est assez improbable parfois. Mais bon, voilà, ils sont dans un contexte relativement favorable. Stéphane et moi, on a été quand même prisonniers de la nature. Quoi. Et quand bien même on arrive à s'échapper de là où on est enfermé, ce qui est déjà pas évident, après on se retrouve, d'abord ça peut se faire que de nuit, sans lampe de poche, nuit noire absolue, ce dont on ne se rend pas du tout compte en France, il y a toujours un peu de lumière même au fin fond des Alpes. Nuit noire absolue, vous ne voyez pas le coup de vos chaussures. Un jour il y avait un créneau, je l'explique hein, d'ailleurs, il y a un créneau de 5-6 jours autour de la pleine lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, c'est tout. Et donc, voilà, alors je ferme la parenthèse. Pour répondre à votre question, vous parlez donc des otages d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, j'imagine. Moi j'ai rencontré les familles hier, donc je suis assez à l'aise pour en parler. Le problème c'est que, alors il y en a 6, il y en a 4 qui travaillent pour Areva et une filiale de Vinci. Silence absolu d'Areva. Areva c'est le nucléaire en France, c'est déjà le culte du silence. Vous rajoutez là-dessus des otages avec une double chape de plomb, même une triple. Areva, le Quai d'Orsay, l'Élysée. Et tous les trois disant aux familles, aux amis, chut, on négocie, la médiatisation, ça perturbe la négociation. Ça, c'est le dogme d'État. Ce que fou, archi fou. Ça peut être concomitant. Les négociateurs négocient et les amis médiatisent. Et ça n'a rien à voir. Et les ravisseurs sont plutôt contents que ça soit médiatisé. Alors on nous dit que ça fait monter les enchères. Nous, c'est le contre-exemple. Nous, ça n'a pas du tout fait monter les enchères, hein, je vous ai dit. Hein. On est passé de 100 à 2. Je pense qu'Areva, ce sera, hélas,
beaucoup plus cher, dans tous les termes. Et le problème, c'est que voilà, on a des familles qui sont phagocytées, étouffées par l'appareil d'État. Il y en a deux qui, eux, étaient des travailleurs freelance, Verdon et Lazarevitch. Eux, ils essayent de médiatiser, ils ne sont pas très organisés, mais enfin, ils font de leur mieux. Ils n'ont pas, c'est vrai, j'avoue, cette grosse machine médiatique, parce que moi, oui, c'est des confrères, mais c'est aussi des amis qui travaillent à TF1, à France 2, voilà, parce que ça fait 25 ans que je fais ce boulot, et comme dans tout métier, les boulangers d'une ville se connaissent, les journalistes de Paris se connaissent aussi. Il y a un esprit de corps, c'est vrai, c'est peut-être injuste pour les autres, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez pas, moi j'en ai discuté avec les familles, je dis maintenant il faut médiatiser, et elles sont d'accord au bout de 2 ans. Et on ne peut pas planter une caméra, un micro devant des gens qui ne veulent pas parler. Parce qu'on leur a dit que parler, c'est mettre en danger de la vie de leurs otages. Vous comprenez? C'est très compliqué. Et au sein même de nos propres familles, de nos propres amis, moi, mon amie, Béatrice, bon, voilà, elle ne voulait pas la médiatisation, puis ensuite un minima, et ça a été des discussions, voire des disputes à n'en plus finir avec certains autres, qui voulaient la médiatisation à tout craint, vous voyez, même au sein même d'un groupe. Donc, et là, on s'affranchissait des pressions de l'État, etc., parce que ça fait bien longtemps qu'elles avaient sauté, vu que la médiatisation avait quand même, au bout du compte, commencé. Pour une autre question. C'est plus clair pour vous maintenant? Oui, voilà. Parce que souvent on dit, ah ouais, c'est des gens, en gros, hein, c'est le truc, ah bah c'est des journalistes, on médiatise, c'est pas des journalistes, on s'en fout. C'est plus compliqué que ça. C'est pas pour défendre mon corps de métier, et c'est vrai que c'est plus simple pour médiatiser d'être journaliste, mais il n'y a pas que ça. Bonjour. Bonjour. Vous qui avez été sur place, comment vous voyez l'avenir de l'Afghanistan à court terme et long terme? Pas très bien, j'avoue. On peut lire la dernière phrase du livre, après je vous laisse parler. Hein. Ouais, je vous en prie. La vérité, il faut le dire, c'est que gagner une guerre en Afghanistan, c'est impossible. Ouais, mais ça, je crois que tout le monde a trinqué depuis des siècles. Si on remonte loin, Gengis Khan, qui avait conquis la moitié de l'Asie centrale, s'était cassé les dents sur l'Afghanistan. Plus près de nous, les Anglais, dans les années au milieu du 19e siècle, alors qu'ils avaient conquis la moitié du monde, s'étaient cassé les dents sur l'Afghanistan. Les Russes, les Soviétiques, 500 000 hommes à l'époque sur place, sont repartis comme ils sont revenus, avec un traumatisme pour la nation russe ou soviétique énorme. C'était leur Vietnam à eux, si j'ose dire. Et voilà, maintenant l'OTAN, depuis 2001, un constat d'échec, un terrible constat d'échec, parce que l'Afghanistan c'est compliqué, c'est un pays géographiquement compliqué, ça a toujours été un pays de guérilla, et qui appelle à la guérilla. C'est montagneux, c'est plein de vallées, de trous perdus, il y a une mentalité très clanique, très chef de tribu, il y a beaucoup d'ethnies différentes qui n'ont pas les mêmes intérêts, et surtout à côté il y a le Pakistan. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-David Lévite. Alors il n'est pas très connu médiatiquement. Jean-David Lévite, c'était le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Une espèce de ministre des Affaires étrangères bis, un homme brillant, qui m'a dit, et je le dis d'ailleurs dans le livre, le Pakistan est le trou noir de l'humanité. Et c'est vrai que l'histoire des talibans, c'est assez simple. Bon, ils arrivent au pouvoir en 1996 à l'issue de la guerre civile. Finalement, ils s'imposent comme une force de paix civile, parce que c'était la guerre civile entre 92 et 96. Bon, ils imposent un régime de fer, ils sont virés par les Américains après l'histoire d'Al-Qaïda, des tours jumelles à New York, etc. Qu'est-ce qu'ils font? La plupart se réfugient au Pakistan, là, ce qu'on appelle les zones tribales, juste à la frontière Peshawar-Quetta. Ils se refont une santé pendant 3-4 ans là-bas, plus ou moins sous la protection du régime compliqué et finalement assez bienveillant, en tout cas pour une partie du régime pakistanais, et ils reviennent s'infiltrer depuis 2005-2006 en Afghanistan. Donc, encore une fois, tous les spécialistes de la région, les géopoliticiens qui pensent là-dessus depuis des années disent on ne résoudra pas le problème afghan sans résoudre le problème pakistanais. Et là, ce problème pakistanais est encore plus compliqué que le problème afghan. Donc je ne suis pas très optimiste. Au pire, ce sera une guerre civile quand tout le monde va partir, c'est-à-dire les Américains. Les Français partent, vous savez, c'est 4000 hommes. Les Américains, c'est 10 000. Les Allemands, c'est 5 000, 5 500. Et les Américains, au plus fort, c'était 130 000. Maintenant, ils sont encore 99 000. C'est pas rien. Donc, tout le monde va partir.
à terme pour les Américains et les Anglais fin 2014, que va-t-il se passer? Soit un arrangement à l'afghane, qui est possible, hein. C'est-à-dire, c'est toujours un peu pareil le scénario afghan, si j'ai bien compris. C'est soit une capitale forte, Kaboul, avec un pouvoir assez central, et des régions où c'est instable, c'est ce qui se passe en ce moment, parce que les Américains ont imposé un pouvoir relativement fort à Kaboul avec le président Karzai. Soit Kaboul perd de son pouvoir, ce sont les chefs de guerre qui reprennent leurs pouvoirs locaux dans leurs fiefs régionaux, et ça fait une espèce d'équilibre instable où tout le monde s'y retrouve. Est-ce qu'il y aura un arrangement à l'afghane? Est-ce qu'il y aura une guerre civile? Est-ce qu'il y aura autre chose? Personne ne sait. Je pense que si vous allez discuter avec le président Obama, le président Hollande, Angela Merkel, Cameron à Londres, s'il y a quelqu'un qui savait, ça se saurait, quoi. Donc c'est très très imprévisible, mais très honnêtement, je ne suis pas très optimiste. Une autre question? Quels étaient les négociateurs afghans? C'est compliqué, c'est la chose que j'ai eu le plus de mal à démêler, tout simplement parce que je ne suis pas allé faire de contre-enquête en Afghanistan. De ce que j'ai compris à travers tous mes entretiens en France, c'est que l'incontournable au bout du compte, c'était Hamid Karzai. Ça, c'était pour libérer des prisonniers, voilà. Par ailleurs, pour les talibans, c'est assez clair, il y a deux groupes. Il y a les locaux, les talibans de Kapisa, avec des chefs, ce qu'on appelle la Choura de Quetta. Alors une Choura, c'est une assemblée de sages ou de décideurs, on va dire. Donc des chefs qui se réunissent, alors c'est pas dans une salle comme ça, ils font ça bien sûr clandestinement, qui sont sous l'autorité morale du fameux Mollah Omar, chef taliban et donc toujours vivant, celui qui est parti à Mobilette, vous savez, en 2001, qui est toujours vivant, a priori. Et d'ailleurs, à la base, donc ceux qui nous gardent et les chefs ne sont pas nécessairement d'accord, parce que les chefs surenchérissent, surtout à la fin. La base dit maintenant, et ça je le raconte vraiment par le menu, la base dit maintenant, ça suffit, on ne peut plus les garder, c'est trop risqué. Donc, soit on va se les faire piquer, soit ils vont s'évader, et on aura tout perdu. Et ils disent à leur chef, maintenant il faut faire vite. On n'est plus capable de les... 1 an et demi, c'est trop. Ils n'avaient pas prévu aussi, je pense. Donc c'est un peu ça les protagonistes. Et côté français, c'est très classique, hein, c'est-à-dire techniquement la DGSE qui négocie, et politiquement quand ça bloque, Sarkozy avec Karzai, Kouchner qui connaît Karzai depuis 25 ou 30 ans, voilà. Il y a le côté technique et le longue haleine pour faire baisser les prix, et il y a les blocages politiques qui sont débloqués justement par des interventions, on va dire, exceptionnelles. Voilà. Mademoiselle. On retourne parmi nous déjà. Merci. Ma question c'était, est-ce que c'est encore envisageable pour vous de retourner dans une zone sensible, par exemple en Syrie c'est envisageable, je l'envisage d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Peut-être que France Télévisions ne va pas pouvoir m'envoyer tout de suite sur une zone très sensible. Ensuite, il y a eu un deuxième événement dramatique qui s'est passé à France Télévisions, c'est la mort de Gilles Jacquier, d'envoyé spécial. Moi, en plus, je fais partie maintenant de la petite équipe d'envoyé spécial. Donc c'est vrai que France Télévisions, au plus haut niveau, et à tout niveau hein, d'ailleurs, mais au niveau décisionnaire, ils sont encore sous le choc. La mort de Gilles, ça a vraiment mis les gens sous le choc, plus notre enlèvement. Donc pour l'instant, quand il s'agit d'aller sur des terrains chauds, alors en news, on y va quand même, il y a la Roche-Joubert qui va, etc. En magazine, pour l'instant, ils préfèrent acheter un peu à l'extérieur et diffuser sur France 2, sur France 3. Ils sont très prudents et on peut les comprendre parce que la mort de Gilles, parce que nous, ça c'est bien terminé. La mort de Gilles, évidemment, ça a été fatal et tout France Télévisions était sous le choc. Mais malgré tout ce que vous avez vécu, c'était... Ah non, mais moi je suis prêt à retourner, ça c'est pas pour grave. vous. En prenant encore plus de précautions, en ayant ça en plus dans mon bagage que je n'avais pas, et j'ai pas envie de nécessairement renouveler l'opération. Je ne voudrais pas que ça coûte encore 10 millions d'euros. C'est pour mon ami le général Georges. Une question au fond de la salle, oui. Oui, juste une question concernant les Afghans, parce qu'on va pas revenir, bon, la France est encore en guerre en Afghanistan.
Je suis bien content de vous l'entendre dire parce que ça c'était un mot tabou. Vous savez, l'Algérie, on disait c'est les événements, hein, c'est ça, il n'y a jamais eu de guerre. On a du mal en France à dire le mot guerre. Bref, appeler un chat un chat. Voilà, donc ma question n'est pas qu'on va revenir pourquoi on est intervenu là-bas, mais surtout comment les Afghans, puisque vous avez quand même resté un certain temps, vous n'avez pas vu tout le monde là, bien sûr là-bas, mais comment eux, les Afghans, nous ont perçus, nous? Est-ce que notre intervention a paru logique? Et pour la fin de la question, c'est maintenant nous allons partir, et comment eux, le peuple afghan, imagine notre départ. Voilà. Quand vous dites nous allons partir, vous parlez de l'OTAN en général, pas spécialement les Français ou les Français, parce qu'on est ici en Lorraine et en France aussi, ouais. Mais effectivement la position générale, comment nous, effectivement, est-ce qu'on était, donc poser notre question, est-ce que nous étions vraiment au sein de l'OTAN totalement coincés là-dedans, ou est-ce que nous avions notre part particulière au sein de l'Afghanistan? Il y a eu deux phases, hein, déjà. Il y a eu une phase avant Sarkozy et après Sarkozy, parce qu'avec Sarkozy, on rentre de plein pied dans l'OTAN. Vous savez que depuis De Gaulle, on était un pied et demi dedans, et puis un demi-pied dehors, c'était une situation un peu bizarre. Donc, on n'avait déjà pas participé à l'Irak. Il fallait quand même qu'on participe à l'Afghanistan, même si l'Afghanistan a été déclenché avant. Ensuite, quand Sarkozy est arrivé, donc il y a eu de nouveau une réintégration totale de la France au sein de l'OTAN, et les États-Unis, en contrepartie, ont dit vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir le secteur de Kaboul, qui de toute façon va passer assez rapidement sous responsabilité afghane, on va vous confier une petite province qui était aux Italiens, mais on va vous confier la capitale. Petit territoire, encore une fois, 0,3% de la surface de l'Afghanistan, mais zone sensible, compliquée. La preuve, c'est que pendant 8 ans, il y a eu 38 victimes françaises, et que dans les 3 ans qui ont suivi, il y en a eu 50. Donc 38 victimes en 8 ans, 50 victimes en 3 ans. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus tendu en Capissa. Sachant que les Américains ont 2000 morts et les Britanniques à peu près, selon les sources, 425, 430 morts, parfois certaines disent 450. Perçu par les Afghans et perçu par les talibans, c'est pas tout à fait pareil. Au début, à peu près tout le monde, 2001, 2002, 2003, l'OTAN était une force de libération. Il sortait du joug et d'une dictature, mais complètement, absolument folle, quoi, des talibans, où il n'y avait aucun espace de liberté. Il y a quand même des millions de réfugiés, 3 ou 4 millions côté pakistanais, de réfugiés afghans, qui avaient fui le régime des talibans, 2 ou 3 millions en Iran, plus tous ceux qui étaient partis ailleurs. Donc, et encore une fois, les Américains s'y sont pris comme des pieds, c'est-à-dire arrogants, souvent brutaux, très mauvaise méthode, choc des cultures, surtout avec Bush. Obama a essayé d'arranger ça. Obama a dit nous on va faire la conquête des cœurs et des esprits. C'est trop tard. Il y a eu ça. Il y a eu qui se sont divisés en 2 fronts. D'un côté l'Irak, de l'autre côté l'Afghanistan. Ils ont dû mener 2 guerres de front. Plus de 1000 milliards de dollars de dépenses. Truc de dingue. Et quand ils ont rapatrié les soldats d'Irak vers l'Afghanistan, décision d'Obama, j'ai envie de dire enfin, Obama, en même temps qu'il fait ça pour mettre le paquet sur l'Afghanistan, donc beaucoup d'hommes et en même temps une politique moins dure, plus souple que celle de Bush, quelque part plus humaine, il annonce la fin de la partie en disant fin 2014 on part. Donc pour les talibans, c'est un signe qu'il faut juste attendre et puis tout le monde va partir. Donc les Afghans, ceux qui étaient plutôt pro-occidentaux, on va dire, en tout cas pour une intervention, ont perdu confiance, parce qu'ils se sont dit de toute façon on va nous laisser tomber, dans 2 ans c'est fini, il n'y a plus personne. Donc les gens se cherchent dans les villages, dans les villes. Moi j'en ai discuté avec Reza. Ceux qui étaient absolument pour les Occidentaux se démarquent parce qu'ils se disent on va être traités de collabos par certains, etc. Ceux qui étaient pro-talibans, sans être vraiment le même taliban, eh bien se rapprochent des talibans parce qu'ils se disent c'est peut-être l'avenir de nouveau de l'Afghanistan, hélas ou pas. Et en plus, on ne sait jamais, le vent peut tourner très rapidement. Ce qui fait que finalement, au bout du compte, personne n'est satisfait de cette intervention qui a duré 11 ans. Vous voyez? Est-ce que je suis assez clair? Madame. Bon, maintenant tout ça est passé, vous avez été libérés.
La réadaptation en France ne doit pas être facile quand on a passé un mauvais moment comme ça. Bah, déjà, ça aide. Enfin, moi, ça m'a toujours aidé d'en parler et d'écrire, ça m'aide. Hein. De toute façon, ça m'aide pour deux choses. Ça m'aide sur le vécu là-bas, une espèce de thérapie, de raconter des choses que je n'avais pas réussi à dire, ni en public, ni en privé. Ça m'aide pour cette histoire de polémique, parce que maintenant c'est évacué. Bon, je l'explique, j'explique sereinement et de manière assez froide ce qui s'est passé. Moi, voilà, l'officier de presse n'a pas voulu parler, ben, grand bien lui fasse, que voulez-vous que je vous dise, les autres ont parlé, on fait une espèce d'autocritique. Moi-même, j'ai dit que, je dis dans quelques lignes du livre, je ne m'exempte pas d'autocritique en disant, de toute façon, si on se fait enlever, c'est qu'on a fait une erreur quelque part, une erreur de jugement, un truc, voilà. Seulement, le risque zéro n'existe pas, autrement, on ne bouge pas. C'est comme un pilote de Formule 1, hein. Vous pouvez vous appeler Ayrton Senna, et à un moment, vous faites une sortie de route parce que vous avez mal apprécié un virage, un truc, un machin, pourtant c'était le plus virtuose des virtuoses. Voilà, donc ça m'aidera aussi certainement à encore progresser si je retourne sur ce type de terrain. Donc, voilà. Donc oui, je suis... écoutez, cette période m'aide beaucoup, mais parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc je me suis aidé et... Enfin bon, ouais, c'est un peu mon truc. J'attends pas que... Comment dire? C'est pas que j'attends rien des autres, j'attends beaucoup des autres. Mais en l'occurrence, il faut aussi faire preuve d'une certaine volonté, parce que pour moi, si on se laisse aller, pas le pauvre, non. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis victime de rien. Ce qui a beaucoup choqué, d'ailleurs, par exemple, hier, je parlais avec Françoise Wojtecki, qui est cette dame qui a été victime d'un attentat à Paris dans les années 80, qui a fondé une association de victimes du terrorisme et aussi englobé là-dedans les otages. Et elle me dit, ah oui, mais toi, tu te considères comme victime? Mais je dis non, mais c'était le cri du cœur. Bah non, pas du tout. Elle a été choquée. Et après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, toi, Françoise, tu étais à une terrasse, un café, ça saute, tu n'y es pour rien. Tu es victime. Moi, j'ai fait mon boulot. Moi, à la sécurité sociale, il y a une case que j'ai cochée, accident du travail. Ça s'appelle un accident du travail. C'est un peu long, mais il y a pire, hein, quelqu'un qui tombe d'un échafaudage, qui se retrouve paralysé, ça existe. Nous, ça s'est bien fini en plus, enfin, on est libéré. Donc voilà, moi la victimisation, je trouve qu'on vit dans une société victimisante et ça a plutôt tendance à m'énerver. Voilà. On prend une dernière question. Bonjour, monsieur Birker. Bonjour. Je vous vois pas, excusez-moi. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. Je vous trouve personnellement excellent, pareil, très bien. Enfin, c'est bon, voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Vous avez parlé du Pakistan tout à l'heure. Ma question, d'après vous, pourquoi les grandes puissances comme les États-Unis, l'Allemagne et la France, on est quand même la 5e puissance au monde, d'après vous, pourquoi les grandes puissances au monde ne font pas un embargo total sur le Pakistan, qui est quand même... Un embargo de quoi? Surtout. Vous savez, les embargos, ça n'a jamais marché. L'Iran, ça ne marchait pas. L'Irak, ça n'a pas marché. Je vois pas pourquoi ça marcherait mieux sur le Pakistan, qui en plus est un pays énorme, 150 millions d'habitants. C'est le 2e pays en termes de population musulman au monde, après l'Indonésie. On règle rien par des embargos. L'embargo sur les armes en ex-Yougoslavie, ça pénalisait les musulmans qui n'en avaient pas, et finalement, c'était pour pas en rajouter, mais ceux qui avaient les armes, et Dieu sait si j'ai suivi ce conflit, c'était à l'origine des Serbes, parce que c'est eux qui avaient pris sur le potentiel de l'armée fédérale yougoslave. Les embargos et ce type ce type de politique coercitive, ça ne marche pas, hélas. Tout le problème du Pakistan, c'est qu'ils vivent depuis leur indépendance, depuis 1947, sur le mythe anti-indien. C'est-à-dire que, et les Indiens, anti-Pakistan. Et par exemple, le grand jeu en ce moment, c'est l'Inde essaye par tous les moyens d'investir en Afghanistan. Investir économiquement, essayer diplomatiquement et militairement de mettre un pied pour prendre en sandwich le Pakistan. Le Pakistan, ça les rend fous furieux. Parce qu'ils ont une hantise de l'Inde qui est quand même plus d'1 milliard d'habitants, donc quand même en plus beaucoup plus peuplé. Tous les deux sont, n'oublions pas, des forces nucléaires. Ce sont des pays extrêmement puissants, et même en termes économiques, enfin l'Inde beaucoup plus encore, bien entendu.
Et on a un pouvoir islamabad qui est totalement schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté ils sont soi-disant pro-occidentaux, etc., mais de l'autre côté ils facilitent les islamistes parce qu'ils se disent que c'est un rempart contre l'Inde justement, et donc garder une certaine instabilité dans certaines zones, l'ouest, donc les zones tribales, et puis l'Afghanistan c'est pas mal. Vous voyez le double jeu, pour pas dire le triple jeu qu'ils ont joué avec Ben Laden, qui habitait à quelques centaines de mètres de la plus grande académie militaire du pays, à Abbottabad. Bon, le Pakistan, si on avait la solution, ça serait aussi... Hélas, c'est Jean-David Lévy, encore une fois, c'est le trou noir de l'humanité en ce moment. Méconnu en France, hein, absolument méconnu en France, mais hélas, de toute façon, les spécialistes disent toujours AFPAC, l'affaire AFPAC, Afghanistan-Pakistan. C'est indissociable, mais au-delà d'Afghanistan-Pakistan, ça c'est les deux grands acteurs. Iran, juste à côté. Pour l'instant, assez de problèmes à gérer par ailleurs, mais bon, ils sont quand même là. Chine et Inde. Parce que dès que l'Inde bouge le petit doigt, la Chine aussi. Et la Chine a une frontière commune avec l'Afghanistan, ce qui est méconnu. L'extrême ouest de la Chine fait frontière avec l'est de l'Afghanistan, sur quelques dizaines de kilomètres. Et on passe d'ailleurs de l'un à l'autre par un école, etc. Donc, bon, c'est pas la Chine de Pékin, hein, c'est une Chine très Asie centrale, mais n'empêche. Donc tout ça est lié. 1,3 milliard d'habitants, 1,1 milliard 150 millions, une trentaine de millions en Afghanistan, 60 millions en Iran, ça fait beaucoup de monde. Bon, j'ai souvent l'impression, moi quand j'ai entendu les différents débats, alors c'est vrai qu'on est occupé par la crise économique, l'euro, machin, tout ça, mais enfin la présidentielle en termes de politique étrangère est en dessous de tout, quoi. Quand on a 2h50 de débat entre deux candidats et qu'on parle 10 minutes de politique étrangère sur 2h50, j'ai chronométré. 21h, 23h50. 11 minutes sur la politique étrangère, 1 minute de questions un peu longues, 5 minutes sur les otages, 5 minutes sur l'Afghanistan, quand même. 11 minutes sur 2h50. Mais alors, les petits calomniateurs, les si, les mi, ça y allait. Donc je pense, enfin, et ça c'est aussi une responsabilité journalistique. Moi je suis persuadé que si les deux grands diffuseurs qui étaient France 2 et TF1 avaient imposé, allez, 50 minutes sur la politique étrangère, sur 2h50, ça laissait 2 heures pour le reste. Je pense que ça aurait été le minimum. On nous dit qu'on vit dans un monde mondialisé, et résultat des courses, on se regarde le nombril. Donc voilà. Monsieur. Monsieur, vous trouviez que Hervé Guéquière parlait bien, mais je vous promets qu'il écrit vraiment pas mal aussi, vraiment très très bien même. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre qui a aussi son côté, comme on l'a vu à la fin, pédagogique, qui est vraiment très intéressant. Et puis ben, je me fais le porte-parole de tous les gens ici, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Et vraiment merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, j'ai découvert... la Lorraine, parce que je connaissais la Lorraine, j'ai découvert le salon du livre à Nancy, et d'ailleurs une de mes idées, mais pour l'instant j'ai un peu du mal à l'imposer, c'est que j'ai travaillé pour l'émission Pièces à conviction sur Gandrange, et je voudrais absolument maintenant travailler sur Florange, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ArcelorMittal, au-delà même des difficultés de Florange, et très honnêtement, je ne suis pas très optimiste pour l'Afghanistan, mais je ne suis pas non plus pour Florange, hélas, 1000 fois hélas. Et j'avais eu de très très bons contacts par exemple avec Édouard Martin et d'autres, et pas que des syndicalistes hein, d'ailleurs, et je pense qu'il se trame des choses comment dire, des choses un peu sombres là-bas vers la vallée de la Fench, et j'adore la Lorraine parce que moi je suis du Nord, d'une région dure, industrielle, où il y a eu beaucoup d'émigration, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Voilà. Merci de votre accueil.